On va donc nous intéresser le tout premier sujet de ce débat panafricain. On évoque, messieurs, si vous en avez convenance, l'état de santé de la coopération bilatérale entre la France et le Cameroun. La dernière visite du président Emmanuel Macron laissait clairement entrevoir une nette volonté du chef de l'État de l'Élysée de tenter de redonner un second souffle donc à cette coopération qui commence clairement à battre de l'aile de 40 à 9%. Voilà donc désormais les parts de marché qui sont réservées aux entreprises françaises en terre camerounaise. Qu'est-ce qui n'a pas marché, pour reprendre une célèbre rhétorique devenue complètement, j'ai envie de dire, très répandu sur le continent africain, simplement du côté du Cameroun. On tentera d'en parler clairement pour apprécier au mieux l'état de santé donc de cette coopération bilatérale. Je commence par vous, le tout dernier qui nous a rejoint, mais c'est un militant bien de la société, un acteur, pardon, de la société civile. Il croit dur comme fer à un Cameroun uni et indivisible. D'ailleurs, il nous vient du mouvement One Cameroun, résident du côté de l'Allemagne, Paddy à Sangaj, et donc nommé Willkommen Herr. Yes, it's a pleasure for me to be home, and home is home. You see, when I met the panelists here, I smiled because I have not met Maître, but I'm happy to meet you. Celestin is a friend. We have worked together. He is a product of the Social Democratic Front. Patient Pafendom. Patient Pafendom, le fameux Patient Pafendom, c'est un fervent militant du One Cameroun et un panafricaniste. Et quand je suis au pays, je ne peux pas hésiter pour venir à Afrique Média parce que l'Afrique Média a battu un travail énorme. C'est pour ça que l'Afrique Média aussi est combattue. Donc, nous restons focal, nous restons focus, déterminés pour avoir le One Cameroun et en découdre avec le système jacobin néocolonial France-Afrique. Donc, je suis là. Et non, vous prend à chaud, peut-être avant que de rentrer dans le vif, Paddy Assanga, comment est-ce que du côté de l'Allemagne, vous avez apprécié la tournée africaine de M. Macron, singulièrement le cas du Cameroun? Vous savez, moi je suis un acteur de la diaspora et il y a un politologue, un philosophe qui a dit que M. Macron était mis dans la sauce. Avec ce monsieur-là, on ne s'entend pas. On n'est pas d'accord sur ces prises de position à cause de Gbagbo. Je veux ne pas le citer, Franklin Nyamsi, parce qu'il a cité Maxime. Mais lui aussi, il a compris que le tour de la France, parce qu'il était un acteur majeur quand on faisait ce qu'on faisait à M. Gbagbo. Donc c'est pour ça que je ne suis pas ami avec lui. Mais il a compris, je pense qu'ils sont en train de venir dans la maison. C'est ce que la diaspora, opposition, pas la diaspora de Achille Bembe et ce que j'ai vu dans l'avion de M. Macron là, ce n'est pas de cette diaspora. C'est les gens qui accompagnent Macron pour perdurer la France-Afrique. Et il y a une opposition au Cameroun aussi qui s'est trouvée au Quai d'Orsay. Je veux dénommer quelqu'un qui a sa femme qui est ministre plénipotentiel chargé des relations avec l'Union européenne. Donc, nous contestons cela. On dit, et on dit ça fermement, il faut rompre avec la France. Et c'est pour ça que les anglophones plaident aujourd'hui pour un président anglophone, parce que la France sait, ils avaient refusé à 92 qu'un anglophone ne sera jamais président parce qu'on va entrer dans un état fédéral. Mais aujourd'hui, je pense que la majorité des Camerounais sont pour le fédéralisme et ils sont pour un président anglophone. Donc, on doit discuter entre nous les positions. On sait que moi, je conteste M. Biya avec son RDPC, mais dans l'opposition, dans le cadre de One Cameroun, on va trouver un candidat qui va nous mener. Donc Macron n'était pas le bienvenu. Et ses amis d'hier, ou bien les amis de la France-Afrique d'hier, ont dit qu'il était dans la sauce. Je suis content parce que c'est eux qui viennent faire le constat, c'est pas nous. Les chiffres que nous avons, on ne les avait pas avant l'arrivée de M. Macron. C'est en pleine conférence de presse qu'on apprend que la part des marchés qui était réservée aux entreprises françaises a dégringolé. Non, c'est bien. De 40. Moi, je n'avais pas ces chiffres-là. Absolument. Je n'avais pas ces chiffres-là. C'est bien. C'est bien. Et il y a quelque chose. Moi, fondamentalement,
je suis fâché et je ne suis pas d'accord avec M. Biya depuis 1992. Je n'ai jamais voté. Je l'appelle M. Biya, je n'appelle pas président Biya. J'espère que ce n'est pas péjoratif. Mais quand je comprends les affaires comme ça peut me rassurer. Mais je veux les documents parce que moi je suis de l'opposition. Donc si vous confirmez que c'est vrai, le peuple camerounais vont vous prendre à témoin. Parce que nous voulons en découdre. Donc, il faut qu'ils nous rejoignent en tant que les Africains panafricains pour qu'on achève le projet du fédéralisme. Nous sommes un conglomérat de fédération des villages. C'est le peuple qui précède l'État, ce n'est pas l'État qui précède le peuple. Donc, l'affaire Djikolo, donc le Baba, les anglophones, les Mamarans du Nord, etc. Non, les Camerounais doivent s'asseoir. Vous savez que j'étais au premier ministère pour le suivi du grand dialogue. J'étais un acteur aussi du grand dialogue. Moi, j'ai lu quelque part et j'ai écouté dans beaucoup des endroits que la politique du boycott ne paye jamais. Et ça m'a profité d'être acteur. J'ai suivi, je suis témoin de l'histoire. Je peux vous dire, toucher du doigt. Mais ces personnes-là, ils se sont retrouvés à Cologne, avec Macron ici au Cameroun. Macron a appelé les gens, ils se sont trouvés là. C'est les mêmes gens qu'on a vus au Quai d'Orsay. Mais ils avaient dit qu'ils devaient boycotter. On a envoyé les avocats ici. C'est monté, c'est descendu. Ce n'est pas de cette école-là. La récréation est terminée. On siffle la récréation. Et le peuple camerounais connaît désormais leurs histoires, connaît l'esprit de nos pères fondateurs qui sont les Djongo Foncha avec le Gentleman's Agreement de Fumban. Donc, on est là pour dire que c'est bien que la France perd le marché. Il n'y a plus de chasse gardée de Français en Afrique. Et on va continuer dans ces lancers. Le pouvoir, vous les médias, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de communiquer, de concentrer. Et surtout Afrique Média, vous avez battu un travail énorme. Parce que c'est l'un des médias où quelqu'un peut appeler de la diaspora, de n'importe quel coin du monde pour donner son point de vue. Et quand je trouve les panélistes brillants, convaincus, convaincants, comme Patient Parfendom, Maître et Monsieur Célestin. Oui, ça me rassure qu'on est dans le bon chemin. D'accord. Et on doit communiquer tout ça. Je vous écoute. Et vous êtes d'ailleurs avec nous. Monsieur Célestin Djamène, je reviens à vous pour tenter clairement d'apprécier l'état de santé donc, de cette coopération bilatérale entre la France et le Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Célestin, pour qu'on en arrive là aujourd'hui? Mais écoutez, moi je pense que le contexte mondial actuel explique, à mon sens, beaucoup de choses. Je crois que depuis maintenant, on va dire 5-10 ans, le Cameroun et l'Afrique en général ont pris une autre tendance dans ses relations avec la France. En fait, l'Afrique a compris, les Africains ont compris que la France a toujours gardé en tête cette même mission qui est de dépouiller l'Afrique. Dépouiller l'Afrique tout en prétendant que nous avons un lien soi-disant historique, un lien amical historique avec les pays d'Afrique francophone. Mais le projet essentiel, c'est de servir d'extension de paravent pour la mégasphère ONU-États-Unis. Parce qu'on a beau vous dire, il faut quand même se rendre compte que l'ONU, c'est un machin qui a été mis en place après la SDN, a été mis en place pour la solde des États-Unis essentiellement, et de ses valets tels que la France, l'Angleterre, etc. Pour étouffer, maintenir l'Afrique la tête sous l'eau. Il faut bien le comprendre. Et donc, aujourd'hui, Macron qui arrive effectivement en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, sait très bien que la venue de la Russie, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Afrique, n'est pas vue d'un très bon œil. Et que la présence de la Russie est interprétée, en tout cas par la France, automatiquement comme un chassement de la France en Afrique. Or, on sait bien que le rang que la France occupe aujourd'hui dans le monde est essentiellement dû au fait qu'elle avait la mainmise dans son précaré qui est l'Afrique francophone. Donc, Macron est venu dans ce contexte-là. Parce qu'il sent bien que le Cameroun, par exemple, a renouvelé, non pas signé, renouvelé ses accords militaires avec la Russie, et qu'aujourd'hui, après la Centrafrique et le Mali, c'est le tour du Cameroun, et peut-être encore demain, d'autres nations africaines. Et ça sera fini pour la France. Il faut bien que Macron et ses amis comprennent que l'Afrique
être indépendante et n'entend plus reculer. Ce n'est pas les égarements, les usages des slogans comme les Peuls, les Bamileke, les Bassa, les anglophones qui vont nous faire retomber dans les pièges d'avant. C'est terminé tout ça. Aujourd'hui, moi j'interroge l'histoire. Notre question au Cameroun, par exemple, parce que Macron est venu parler d'archives historiques, il faut réouvrir les archives de l'histoire aux historiens, il faut régionaliser parce que c'est un succès soi-disant pour le Cameroun, et il faut pratiquer la décentralisation à outrance, alors que la décentralisation au Cameroun a démontré son échec total. Et d'ailleurs la question anglophone et francophone. Avant l'arrivée des Britanniques et des Français, nous étions déjà africains et camerounais. À l'époque des Allemands, on disait qu'on était germanophone, n'est-ce pas? Et avant les Allemands, nous étions, même si on n'était pas en connexion, on était un peuple. On veut parler de réunifier les populations pour en faire une nation. Oui, l'Uniobé de l'UPC, évidemment. Uniobé et Boumier, etc. Wandier. Donc, au fait que vous dites que bien avant l'arrivée des Occidentaux, on était un peuple, d'où la terminologie UPC, l'union des populations. Exactement. Donc, le Cameroun n'a rien à attendre. N'avait rien à attendre. Ce n'est pas l'union des ethnies. Non, je ce n'est pas l'union des ceci. C'était l'union des populations, des Camerounais. Donc, le peuple existait. C'est ce que je viens de dire. Que le peuple a précédé l'État jacobin. On est en phase. On vient de loin. On est en phase. Je crois qu'il y a le temps pour parler. Il va s'exprimer. Je crois qu'il y a aussi l'appréciation de la langue. Il parle anglais, allemand, ça va dans tous les sens. Allez-y, c'est le sens. Pas grand-chose à attendre de cette visite de Macron. On est dans un monde désormais multipolaire. Tout à fait. Et pas bilatéral. Bon, la relation bilatérale, si on veut. Mais dans l'esprit... La dimension multipolaire devrait primer sur... Mais bien entendu, ça dit que laisser la liberté aux États souverains de nouer avec qui il veut des relations de partenariat. Aujourd'hui, la France est toujours engluée dans sa mentalité paternaliste qu'elle viendra donner des leçons aux Africains. Est-ce que nous on s'intéresse? Est-ce que M. Biya, M. comment dirais-je, Macky Sall, M. Bongo parlent dans des instructions à la France pour les Gilets jaunes? Les affaires sociales internes à la France? Non! La France doit comprendre, elle n'a rien à dire. On ne l'a pas invité à se prononcer sur l'Afrique. On ne l'a pas invité à demander aux dirigeants ce qu'on doit faire. C'est terminé tout ça. Alors, on leur demande de partir. Ils ne veulent pas partir. Maintenant, j'invite les populations africaines, camerounaises et les autres, effectivement, à prendre des mesures pour lancer un premier son de cloche. Descendre dans les rues et de dire aux chancelleries françaises, anglaises, allemandes, etc., que c'est terminé tout ça. Qu'on n'a plus envie qu'ils s'immiscent dans nos affaires intérieures. Parce que c'est une espèce de relation de dominé à dominant qui existe, qui se perpétue dans le cours de l'histoire. On n'en veut plus de tout ça. Nous disons simplement qu'aujourd'hui, la France, qui est soi-disant la 6e ou la 7e puissance du monde, elle est à ce rang grâce à qui? Elle est la 2e détentrice du nucléaire civil dans le monde, alors qu'elle n'a pas d'uranium. Elle vient le chercher au Niger. Elle vient le chercher au Niger. La France, par exemple, a très peu de pétrole dans son sous-sol. Les experts disent qu'il y a peut-être 4000 puits de pétrole. Mais en vérité, l'essentiel du pétrole français, du carburant français, vient d'Afrique. Vous le savez très bien. Ils le prennent à vil prix. Tout le monde le sait ça. Donc son intérêt en Afrique est parfaitement connu. Et que si elle s'accroche derrière les opérations telles que Serval, Barkhane, Takuba, c'est bien parce que, en coopération avec les terroristes, qu'elle entretient, en liaison avec, soi-disant, les casques bleus, qui en vérité n'ont pas d'armes quand il faut défendre les populations, mais quand il faut tirer sur les populations qui manifestent, elles deviennent des casques armés. Et ce n'est pas acceptable. Donc moi j'encourage par exemple ce qui se passe en Goma, à Bukavu, tout ça, parce qu'il faut que toutes ces cliques, la France, les casques bleus, l'ONU, il faut qu'ils fichent la paix à l'Afrique. Voilà l'Ukraine, il y a une guerre en Europe. Qu'ils aillent faire les casques bleus en Europe, en Ukraine ou en Russie. Ils en ont besoin là-bas. Nous, on n'en a pas besoin ici. Les Africains savent s'entendre. Vous aurez beau dire, voilà, ok, les Bambara ne s'entendent pas très bien avec les Peuls, les Bassins ne sont pas très d'accord avec les Bamileke, les Ekambete, etc. Vous perdez votre temps. Aujourd'hui, notre question, et on l'a dit dans la thématique d'avant, le sujet d'entrée, c'est que quand nous aurons pris conscience que l'Afrique, pour se libérer, doit s'unir.
rien ne pourra plus nous arrêter. Et c'est pour ça que les Jomo Kenyatta sont morts. C'est pour ça que les Oumniobé sont morts, assassinés. C'est pour ça que les Modibo sont morts. C'est pour ça que les Wandji assassinés à Bafoussé en 71 sont morts. Nous ne pouvons pas reculer dans les tribus, dans les ethnies. C'est impossible, en tout cas pour moi. Et j'en suis sûr pour les autres ici sur le plateau. D'accord. Parce qu'en vérité, c'est un piège en or pour les trucs comme les ONU, même l'UNESCO d'ailleurs. Parce que quand on parle des langues africaines, ça ne les concerne pas. C'est à nous de faire ça ici. De le considérer comme un champ culturel extrêmement précieux. Ce n'est pas à eux de nous le dire, de nous le rappeler. On le sait très bien. Donc, ce que nous disons simplement, mon cher Fabrice, c'est de dire que dans les écoles africaines, parce que tout part des écoles, le système éducatif, on écrit notre histoire par les vainqueurs de la guerre de la domination, par les acteurs de Berlin en 1884. Il faut réécrire notre système éducatif. Ça passe par là. Nous sommes pollués dans nos esprits pour la plupart d'entre nous. Donc on est formaté par un système colonial français. Quand vous lisez Masque Noir Peau Noire et Masque Blanc de France Ferrand, vous comprenez très bien que le problème c'est l'aliénation mentale. Ils jouent beaucoup sur le mental. Ils sont partis physiquement, mais le néocolonialisme demeure. Beaucoup d'entre nous sont convaincus que, j'écoutais l'autre jour, M. Tawamba Célestin, mon homonyme, patron du JUCAM, qui dit que pour construire notre avenir, il faut l'intervention de la France. Même s'il fait du business, on ne dit pas les choses pareilles. Il est quand même africain. Vous lâchez sous prétexte que je fais du business. Mais en vérité, c'est des propos inadmissibles. Imaginez-vous que le MEDEF en France demande aux États-Unis de les assister. Mais vous entendrez un tollé en France. Parce qu'on a beau dire, on parle des opinions divergentes, mais la dignité humaine de l'Africain doit demeurer. Ce n'est pas parce que vous faites du business que ça vous autorise à dire tout n'importe quoi. Parce que vous êtes africain et que vous vouliez ou non, vous parlez quand même quelque part au nom de l'Afrique. Donc moi je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a une marche qui est enclenchée. Assimi Goïta est la boussole, je regrette de le dire, est la boussole de l'Afrique aujourd'hui. Ce sont des faits, Célestin. Tout, oui, non, parce qu'il y a certains récalcitrants qui continuent toujours à penser que non, Goïta c'est un faux de paille. Non. Et il faut que M. Doumbouya suive le chemin, il est en train de le faire. Il voit très bien le jeu de rôle un peu contradictoire que la France est en train de le mêler. On a vu son discours à Bissau, n'est-ce pas? Il faut que les Guinéens fassent attention. De ne pas se laisser manipuler comme ce que Macron est en train de faire au Mali en manipulant les Pelé, le Bambara, etc. les Soyinké. Donc aujourd'hui, nous savons que monsieur Macron est venu pour une visite pour rien. Il n'a pas pu rattraper ce qu'il croyait rattrapable. Parce qu'aujourd'hui, même au Cameroun, on a pris conscience, et je félicite le gouvernement camerounais d'avoir compris que, vous avez vu qu'aujourd'hui, avec l'Algérie, on est en train de signer un accord militaire. On est en train de renforcer la coopération sud-sud. Pour dire à la France que je vous emmerde, aujourd'hui nous voulons être libres, nous sommes déjà libres, on n'a plus besoin de particulariser, de privilégier une relation avec une ancienne puissance coloniale. D'accord, merci à vous Célestin. Alors, patient parfait d'homme, je vous retrouve parce que d'ailleurs vous avez commis un manifeste autour de cette présence d'Emmanuel Macron au Cameroun et la chute de Célestin nous permet clairement de comprendre le malaise qu'il y a désormais dans cette dit-on coopération bilatérale, puisqu'au lendemain du départ du président Macron, ce serait attendu, après beaucoup de déclarations, que les actes suivent, notamment des actes d'investissement et autres, mais tout s'est limité clairement aux déclarations. D'ailleurs, sur le plan militaire, le Cameroun ira clairement renforcer, sinon consolider, solidifier son partenariat avec l'Algérie, qui est quand même l'une des forces militaires qui compte désormais sur le continent africain. Parce que quand on a rassemblé tous ces éléments, est-ce qu'il est désormais clair aujourd'hui que la coopération bilatérale entre la France et le Cameroun n'a de sens que de nom, finalement, ou alors d'appellation? Vous savez, c'est-à-dire que ce qui a constitué de mon point de vue l'élément marquant de la tournée de M. Macron en Afrique, en réalité, c'était pour venir essayer de rabibocher ce qui était encore possible de l'aide pour réaffirmer la souveraineté de l'impérialisme dans cet espace. Mais ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le fait, alors je le dis, que le pouvoir yaoundé, qui est en réalité considéré comme l'un des successeurs de ce qu'on appelle ce plan diabolique ojlatiste, c'est de ce camp-là que je combats depuis plus de 30 ans, avec toute la vigueur, avec les arrestations, les violences faites sur ma personne, sur mon organisation et les emprisonnements. C'est de ce camp-là que j'ai reçu
un écho favorable du discours panafricaniste que nous tenons depuis longtemps. Le président Paul Biya a été un grand maître, un joueur d'échecs hors pair face à M. Macron. Il a tourné carrément M. Macron en bourrique. Ça veut dire que le pays de Ruben Mouniobé, malgré nos différences, malgré nos divergences, malgré le fait que notre famille a été splittée, on nous a obligés les uns les autres à appartenir à des camps souvent qui étaient contraires à l'ambition nationale, le temps a passé, votre discours sur vos différents plateaux, dont Afrique Média depuis plus de 10 ans, ont produit leurs effets, et notre État a compris aujourd'hui que plus que jamais, il faut renouer avec les fondements nationalistes. C'est ça la signification. Après nous avons traité d'hypocrites. Et d'abord, oui. Non, c'est très grave la part de M. Macron. Oui. Ok, d'accord. Vous demandez, a été reçu, on vous reçoit, et vous traitez, n'est-ce pas, votre... Très déplacé. Même du point de vue de ce que sont les civilités. Tout à fait. Mais l'élégance aurait quand même voulu. Vous ne pouvez pas être reçu chez moi et vous me traitez devant mon épouse et mes enfants ou bien mes épouses, parce que la polygamie leur pose problème. Mais comme, bon, oui, écoutez, hein, d'hypocrite. Ça n'a aucun sens. Et ça prouve le fait que la France et l'ethnie européenne au pouvoir en Occident aujourd'hui n'est pas consciente des mutations qui sont opérées dans le monde aujourd'hui. Peut-être qu'ils veulent continuer à mentir leur peuple. Ah oui, non. C'est-à-dire, ils sont dans une construction, dans une bulle, complètement de la réalité. La réalité de notre planète aujourd'hui, elle est haute. Nous sommes passés déjà. Des histoires où dans les années 50, quand un blanc arrivait, on réveillait nos parents à 5 h du matin pour aller attendre, je ne sais pas, le secteur colonial. C'est terminé ça. C'est fini. Et on a compris que les questions complexes de notre sécurité, on s'est essayé. Le Mali s'est essayé. L'Afrique s'est essayé. Depuis très longtemps avec cette France. On connaît les résultats. Quels sont les dividendes? Mais très peu, en si peu de temps que le Mali a renoué une coopération saine avec la Russie, elle a pu rentrer dans le club fermé des armées qui sont dotées d'une aviation supersonique. Absolument. C'est quand même quelque chose... On fait semblant de ne pas le voir, hein, d'où nous venons. Alors, les versions entre le Cameroun, par exemple, et l'Algérie, on oublie de le dire, mais c'est de très vieilles relations. À travers les FLN algériens et l'UPC au Cameroun. Le même combat, la même... En dehors de l'Afrique du Sud, ce sont les deux seuls pays où les nationalistes sont présents contre l'occupant colonial. Absolument. Le Cameroun et l'Algérie. Et d'autres relations encore extrêmement importantes, et je vais loin. Si l'Afrique du Sud a même dû prendre les armes pour combattre le régime d'apartheid, c'est sous le conseil de l'UPC et de FLN algérien. Ils se sont retrouvés au Maroc autour de notre grand parti nationaliste dont on ne cite pas beaucoup, d'Istiklal. Et c'est là qu'on a que les dirigeants précis ont dit à Mandela, je crois que c'était Wandji Ndjaou Nikano, ils lui ont dit, mon cher ami, si tu continues à faire votre truc là, comment vous appelez ça, la résistance à la matière du King, ça n'aboutira nulle part. Tant que les Blancs ne vont pas entendre le coup de gomme qui hurle, et compter leurs morts aussi dans leur camp, oui, ils ne seront pas enclins à aller vers des négociations pour mettre fin à ce système inique, raciste qui était l'apartheid, mais qui s'est opéré avec la bénédiction justement de cette France qui vient donner les leçons d'hypocrisie aux Africains. Donc, je pense que c'est quelque chose de formidable. Et n'oublions pas l'expérience quand même algérienne dans cette lutte contre les groupes djihadistes, et c'est avéré payante. Aujourd'hui, l'Algérie, son bilan sur le plan de son armée parle tout seul. On ne peut pas aussi oublier la puissante démonstration de force de l'armée camerounaise qui a pu bloquer complètement la propension de Boko Haram à vouloir faire de notre territoire une espèce de base arrière. Partout aujourd'hui dans l'Afrique, l'armée camerounaise, à travers sa force d'élite qu'on appelle le BIR, est respectée. Uniquement pour avoir mis en déroute, n'est-ce pas, cette politique de Boko Haram qui a voulu créer la chienlit et faire de cet espace sahélo-sahélien un espace de prédilection pour elle. Le Cameroun a participé à mettre en déroute ce projet dont on le sait pertinemment est financé d'ailleurs
le Premier ministre, je crois, algérien le rappelait encore, ces forces djihadistes qui sont créées de toutes parts ailleurs qu'en Afrique et financées ailleurs qu'en Afrique. Donc, nous pensons que nous sommes arrivés là dans une prise de conscience de nos décideurs de moment qui comprennent qu'aujourd'hui, plus qu'hier et plus que jamais, il est grand temps d'opérer cette mutation qualitative qui va pousser l'Afrique, à mutualiser sa diplomatie, 2, à mutualiser sa sécurité, et 3, à commencer à avoir des mutualisations d'ordre économique. Je vous rappelle, je crois que vous êtes au courant, ce PEP qui va partir du Nigeria jusqu'à l'Algérie. Absolument. Ça donne l'impression des petits bouts. Mais quand vous mettez tout ça ensemble, ça vous donne l'image du tsunami qui est en train de se déclencher et qui est déjà à nos côtes et qui va permettre justement que nous puissions opérer des changements radicaux qui vont pousser l'Afrique à aller de l'avant, mais surtout à la positionner comme, et il disait que nous sommes la frontière de la nouvelle géopolitique mondiale. Je pense que dans les années à venir, l'Afrique sera plutôt le cœur de la géopolitique mondiale à partir de la prise de conscience qui sera opérée au niveau de ces dirigeants de moment, mais surtout de la puissance, cette lame de fond qui vient de notre peuple qui n'accepte plus jamais d'être marginalisé. Je le sors par là parce que c'est le scandale. Sur notre planète, on n'a jamais vu pareil scandale. Nous sommes riches. Dieu nous a dotés d'un espace, d'une richesse inouïe. Véritable scandale géologique, tout ce que vous voulez. Mais nous sommes aussi riches en termes d'hommes. Notre première matière première, ce sont nos intelligences. On ne peut pas continuer à penser qu'avec tout cet assemblage-là, nous continuons à être ces enfants dont les peaux sont bourrées de diamants, mais qui sont affamés. Les États-Unis ne se sont pas trompés à un moment donné. Vous vous souvenez, le responsable de la Jet Propulsion Laboratory était un Malien. Oui. Ne l'oublions jamais. Oui. Donc quand les gens aujourd'hui viennent traiter les Africains de n'importe quoi, ils oublient. Cheikh Modibo Diarra était un Malien, cher ami. Oui. C'était pas n'importe quoi. Je ne veux pas citer les intelligences africaines et camerounaises pour ne pas donner l'impression d'être toujours quelqu'un qui est nombriliste, mais en réalité, l'Afrique a du savoir sur le plan humain qui ne demande qu'à être dégagé, n'est-ce pas, de ces contraintes d'ordre politique pour faire éclater le génie qui se trouve dans nous. D'accord. Merci à vous, patient, parfait. Non. Mais Djamil Momo, je reviens à vous. Parlant, on va tenter de comprendre clairement ce que la France a apporté du point de vue économique à l'État camerounais, puisque le président Macron semblait clairement louer, chanter, ovationner l'accompagnement de l'AFD, l'Agence française de développement, dans ses investissements du côté du Cameroun. Là, il tentait de soutenir tout cela. Alors, aujourd'hui, c'est une coopération bilatérale, on a suivi les uns les autres, qui bat clairement de l'aile. Elle n'a plus véritablement le vent en poupe, puisque beaucoup d'eau a certainement coulé sous le pont. Qu'est-ce qui a conduit à cela? Est-ce davantage le ton paternaliste qui a été créé sur le sol africain et dont eux-mêmes ne semblent pas clairement s'en rendre compte qu'on n'en veut plus, ou alors l'accompagnement de la France aujourd'hui sur le continent africain est la chose qu'il faille clairement questionner? Est-ce qu'il faille aussi poser la problématique de l'efficacité de l'accompagnement de la France aujourd'hui sur le continent africain? Une question très intéressante. Très intéressante. C'est d'autant plus qu'elle est le réverbère de votre intelligence. Lorsque vous me posez ce genre de questions poignantes, je dois vous répondre de façon très claire. La coopération entre la France et le Cameroun est une coopération qui est marquée par l'exploitation abusive de la France, qui est marquée par la condescendance dans les relations, qui est marquée par une certaine hypocrisie, et nous, à ce niveau, nous leur renvoyons leur propre hypocrisie, parce qu'ils nous disent qu'ils viennent nous aider, alors qu'en réalité, ils viennent nous exploiter. Absolument. Et c'est là le vrai sens de l'hypocrisie. Absolument. C'est une coopération qui, aujourd'hui, ne peut pas avoir ce qu'on peut appeler un rapport. Pourquoi? Parce que où est fabriquée la monnaie qu'on utilise au Cameroun? C'est à Chamalières en France. Vous parlez de l'AFD, l'Agence française de développement. Mais est-ce que la France peut développer un pays en Afrique? Mais c'est impossible. C'est de la philosophie. Il faut nous montrer comment est-ce que notre monnaie est fabriquée dans une petite ville en France qu'on appelle Chamalières,
Est-ce qu'il y a un Africain qui contrôle le quantum de l'argent qui sort de cette maison? Est-ce que la France ne fabrique pas elle-même ses propres multinationales avec de l'argent puisé à Chamalières? C'est une coopération d'hypocrisie. Moi, je n'aime pas très souvent qu'on me pose des questions dans ce sens. Parce qu'en réalité, M. Ndoum, non seulement ils fabriquent la monnaie que vous ne contrôlez pas, ils viennent avec cette masse monétaire investie dans vos pays, mais aussi et surtout, ils ne vous respectent pas. Mais oui, ils ne vous respectent pas. Mais le petit Macron ne peut pas dire, à côté du président, qu'il y a une certaine hypocrisie qu'il constate. Macron, c'est qui? Qui est hypocrite? Mais il faut dire la vérité. Mais c'est eux qui sont hypocrites. C'est eux qui continuent jusqu'aujourd'hui à mettre le pied sur le compte d'opération du commerce extérieur. Ce qu'ils exploitent, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils puisent ici, c'est à peine qu'ils payent les impôts. Je dis bien, c'est à peine qu'ils payent les impôts. Et ils payent comme ils veulent, quand ils veulent. On a vu le cas de M. Bolloré. Mais oui, vous avez eu je voulais en venir, le cas de Bolloré. Vous avez le cas de PHP. Donc il faut comprendre à un moment donné que si vous voulez nous demander le scanner de la coopération française avec le Cameroun, mais c'est un scanner qui est bourré de sang. L'ergot du coq gaulois a blessé, tué et enterré où se trouve Oumniobé aujourd'hui. Est-ce que Oumniobé mérite d'être coulé dans du béton parce qu'il a voulu un Cameroun entre les mains des Camerounais, parce qu'il a voulu une indépendance inconditionnée? C'est le mot. C'est ça, cette coopération. Écoutez, et on parle de déclasser les archives avec des historiens du Camembert et du Bordeaux qu'il a réunis à Montpellier. Mais n'insultez pas les Camerounais. Nous n'avons même pas besoin de ce déclassement. Nous avons besoin que les autorités françaises viennent demander des excuses aux Camerounais pour ce qui a été fait. Parce que nous savons, il y a des témoins qui sont vivants de ce qui s'est passé. La France a napalmisé, a utilisé des armes chimiques pour assassiner les Camerounais. Et vous demandez de faire le scanner de la coopération entre la France et le Cameroun. Mais commençons par le commencement. C'est-à-dire accepter que dans votre tentative, dans votre entreprise de maîtriser, de mater le peuple camerounais, vous avez assassiné les Camerounais. C'est ce qu'on voulait entendre de Macron. Il a eu peur des panafricanistes, il est arrivé nuitamment et il est reparti nuitamment. Comme un voleur. Et un peu plus tôt que prévu. Alors, nous voulons faire comprendre aux Camerounais que les nègres de maison qui sont encore au Cameroun, vous aurez affaire aux panafricanistes. Ça, il n'y a rien à faire. Le combat qui est engagé, c'est un combat qui doit aboutir. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en République centrafricaine, ce sont les tentacules du combat. En France, eux-mêmes, ils savent que la matrice de la révolution africaine, elle se trouve au Cameroun. Parce que le discours de Oumniobé en 1952 à l'ONU a provoqué une sorte de décolonisation mentale en Afrique. L'indépendance, les indépendances qui ont suivi après ce discours de 52. Je parle par exemple du référendum que Sékou Touré organise en Guinée le 28 septembre 1958. Mais c'est le reflet du discours. Sékou Touré a dit qu'il ne savait pas qu'il pouvait être accompagné dans sa vision par des illuminés comme Ruben Oumniobé. Il a engagé le référendum, il a dit non au général de Gaulle et le 2 octobre 1958, la Guinée a accédé à l'indépendance. Elle n'a pas attendu les indépendances partagées de 1960 à la faveur de la loi Gaston Defferre. Alors, il faut comprendre, M. Doum, que nous n'avons rien contre la France, ce grand pays que nous aimons. Nous n'avons rien contre le peuple français. Mais nous avons à dire dans la coopération entre la France et nos États. C'est à ce niveau que nous voulons que la discussion se fasse. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, comment vous pouvez exploiter un pays et continuer à happer le peu de devises que ce pays engrange dans son commerce extérieur? C'est ça le compte d'opération que les Africains doivent déposer aujourd'hui. En 1968, c'était 70%. Aujourd'hui, ils sont descendus à 50%. Comment nous pouvons recueillir le fruit, la moitié du fruit de nos exportations, l'autre moitié est saisie, cantonnée, utilisée sans reddition de compte
par la France à travers le compte d'opération ouvert dans le trésor public de la France. Mais un monsieur, il vient avec la condescendance, continue à vouloir faire la dictée à qui? Mais c'est trop tard. Trop d'eau a coulé sous le pont. C'est ce qu'il faut que le politique français comprenne. Et que le nouvel ambassadeur qui est arrivé, il paraît que c'est un général, le général Marchand. Mais nous, le Cameroun a déjà fait la guerre de libération. Dites à Marchand de rentrer en France. Parce que nous n'avons plus besoin d'une autre guerre avec l'impérialisme de la France au niveau de l'Afrique. Nous savons ce que nous voulons aujourd'hui. C'est quoi? Ça se résume en peu de mots. Une Afrique pour les Africains. Une Afrique façonnée par les Africains. Une Afrique qui agit dans l'intérêt des Africains. On n'a plus besoin de l'AFD, de tout ce que vous pouvez raconter. Vous ne pouvez pas fabriquer notre monnaie sans contrôle, monsieur Ndoum, et venir créer une agence et vous dire que vous nous aidez. Mais c'est notre monnaie. C'est d'ailleurs ce mot qui revient régulièrement. La France doit aider les peuples africains. Est-ce que l'Afrique a besoin d'aide ou alors de coopération? Aider à faire quoi? Est-ce que dans les relations avec des États, on parle d'aide? Mais attendez, surtout pas aide avec la France. D'ailleurs, un pays qui ne s'en sort pas avec son PIB, comment elle va pouvoir aider? Vous ne parvenez pas à satisfaire vos propres populations. Moi, je ne suis pas d'accord que vous ne donnez pas satisfaction à vos populations et que vous engagez dans une entreprise à Mondovision que vous partez aider l'Afrique. Vous aidez l'Afrique à faire quoi? Puisque c'est en Afrique, l'Afrique c'est le marigot de la France. C'est le marigot de papa. Jean-Christophe Mitterrand l'a dit. C'est en Afrique qu'il puise tout. Et il est inconcevable que vous venez puiser et que par après vous nous dites que vous êtes en train d'aider les Africains. C'est pas possible. J'ai pris le simple cas de Chamalières où est fabriqué le franc CFA qui embrigade les économies de 14, le développement, pas les économies, tout le développement des 14 pays francophones africains. Avec les Comores, avec le franc comorien. Mais oui, c'est impossible. On ne peut pas avoir de perspective de développement. Et ils ont toujours tenté et obtenu, ils ont toujours tenté et ils ont obtenu le contrôle des éléments qui sont la composante essentielle de l'industrialisation. C'est quoi? C'est l'énergie. C'est l'énergie. Ils contrôlent l'énergie pour vous empêcher de faire de la véritable prospective économique par l'industrialisation du pays. Aujourd'hui, ils ont inventé ce qu'on appelle les COP 21. Les États les plus polluants et les moins polluants. On se rend compte petit à petit qu'on est en train de confiner les États africains comme ceux qui doivent produire l'oxygène pour remplacer ce qu'on appelle la pollution de leurs industries, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient américaines, et que l'Afrique, le golfe de Guinée, la bouffée d'oxygène qui ressort de l'équateur, des zones équatoriales, elle doit être conservée. Mais les Africains doivent livrer une guerre de survie. D'accord. Parce que tous les relents qui consistent à nous maintenir dans un statu quo de non-développement, tous ces relents sont aujourd'hui réveillés à tous les niveaux. Alors, la coopération pour sortir, la coopération entre la France et le Cameroun, elle sera une véritable coopération lorsque sur la table des négociations, nous voulons entendre que la France dise que dans son entreprise de happer les biens du Cameroun, elle a assassiné les enfants du Cameroun. Et ensemble, nous allons faire les obsèques, on va faire le deuil et faire une prospective pour une nouvelle coopération avec ces pays. Merci à vous, Maître Gervais Momo. Vous avez lu dans une boule de cristal, parce qu'avec vous, Padi Asanga et singulièrement tous les autres, on va donc clairement tenter de reparcourir clairement cette thématique pour tenter de savoir ce qu'il a donc lieu, ce qui a lieu d'être fait pour certainement repartir sur de nouvelles bases. Padi à Sanga, je me retourne vers vous. On a suivi clairement les uns et les autres et le procès en tout cas de cette coopération plus que jamais unique, mais je ne sais pas si le mot est bien choisi. Bien choisi. Ici qui accompagne le Cameroun devrait donc clairement être stoppé. Il faut stopper la saignée. Que doit-on faire? Est-ce qu'il faudra donc, Padi Asanga, repenser cette coopération, la stopper clairement? Ou alors, comme l'a dit Célestin Tchamen, dans un monde qui se veut un véritable village planétaire, il faudra aller vers le plus offrant. Vous savez, les pays africains ont reçu Macron il y a de cela quelques semaines ici au Cameroun et il a tendu sa visite dans d'autres pays africains. Et
vous vous demandez d'abord pourquoi Macron est venu en Afrique. Vous parlez de la coopération. Il était de quelle coopération d'abord? Les Africains, la France doit à l'Afrique et n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'Afrique qui doit à la France. Ça, c'est clair. Il faut qu'on se le dise. Et quand Macron prend il choisit, comme il faisait à l'époque, il choisissait les chefs d'État, il vient en Afrique avec un certain nombre de personnes qu'ils appellent de la société civile en Afrique. Vous comprenez l'agenda de ce genre de coopération qu'on veut. Donc, on vous fabrique les garçons noirs, les garçons blancs aux peaux noires, on les déporte, on voyage avec, on vient vous dire que c'est une société civile. Moi, je vis de la diaspora. Je pense le One Cameroun. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un de la diaspora qui peut penser le One Cameroun comme certains de nos frères le font, y compris moi aussi. Mais je me pose la question de savoir pourquoi en venant au Cameroun et à l'Afrique, il a choisi sa part. Il fallait qu'il reste cohérent, pas dit à Sanga dans sa démarche, puisque au sommet de Montpellier, dans cette France-Afrique, c'est là où je veux France révisitée, revue, on donne plus d'importance à la diaspora que vous êtes. Vous allez comprendre les revirements dans cette diaspora dont vous nommez la diaspora société civile. Je pense avoir lu quelque part que ils avaient écrit certains papiers. Il y avait un budget à donner aux personnes qui ont participé à cela. Et c'est cette diaspora-là qu'on vient vous présenter. Les diasporas en veste, cravate de l'Élysée. Mais il y a une autre diaspora qui est celle que M. Célestin Jamel a vécue comme moi. On a milité dans des partis politiques qui sont les partis politiques insoumis, je pèse bien les mots, les partis politiques insoumis, les partis politiques qui pensent une autre chose. Donc, la coopération entre la France et le Cameroun, nous allons toujours coopérer avec tous les pays, mais pas sur toutes les conditions qu'eux, ils vont nous dicter. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand Macron vient ici, c'est parce que la France, le Mali a donné le ton. Bien d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest ont donné le ton. Et ils pensent que je dois aller au Cameroun pour essayer de m'imposer ou bien de négocier. La France paie le Cameroun, ces 6 pays précarés français, désormais finis. Donc, que vous appelez CEMAC. C'est pour ça qu'il commence sa visite là-bas et il se retrouve dans la sauce. Dans la sauce. C'est un langage que beaucoup d'autres pays ne maîtrisent pas, mais pour une fois, j'ai lu et puis j'ai parcouru les titres de journaux sur la liste de Macron. On était d'accord, pour une fois, on était d'accord par rapport aux réponses de M. Biya que nous contestons toujours, parce qu'on dit qu'il faut fédérer le Cameroun et quitter de ce système hyper central où une personne peut rester et décréter pour qu'on a des problèmes qu'on a à Dikalo par exemple, ce qu'on a à Lobe et tout ça. Je me répète parce que vous dites en français que la répétition c'est quoi? La mère des sciences. La mère de la... Alors, c'est pour ça que moi je répète. Vous savez, je ne suis pas aussi le petit-fils de Molière ou de Shakespeare, donc vous allez permettre mes lapsus en français ou bien en anglais. Alors, la coopération entre la France et les pays insoumis est désormais terminée. Il y a les pays soumis et il y a les pays insoumis. Et je pense que le peuple camerounais est parmi ce peuple insoumis, et les Maliennes, la Centrafrique
bon, l'Algérie et tout. Il y a un panoplie de pays insoumis à ce diktat de la France, dont la France-Afrique de Emmanuel Macron et ceux ils sont partis se mettre en rang au Quai d'Orsay avec les femmes qui sont dans le système. Donc, quand la France veut faire ces choses, il trie dans le volet pour essayer de vous mettre le poudre dans les yeux, pour vous faire comprendre que non. On connaît, mais vraiment, vous croyez vraiment que aujourd'hui, avec la connaissance que vous avez dans le journalisme, avec la connaissance que vous avez dans votre métier d'avocat, avec la connaissance de Parfendom, avec la connaissance de Patrick Kassanga, avec la connaissance de Sélection Jamais, on va nous dicter quelque chose. Non. Ils vont toujours tenter. C'est la même technique. La France, Emmanuel Macron a son nouveau focard qui s'appelle Dupond-Moretti. C'est lui le monsieur d'Afrique de l'Élysée. Il était en mission ici. Et qu'est-ce qu'il vous fait? Dès qu'il est ici, pour vous intimider, il vous nomme un ambassade pour venir au Cameroun, qui est un patron général de quoi? Ce n'est pas seulement le titre de général, c'est un agent de renseignement. Donc, c'est pour vous dire que ils utilisent par quelle alchimie? La France est puissante, comme vous appelez ça, puissance mondiale en français, le bon français. C'est parce que il y a des pays, des précarés qui puisent. Est-ce que vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé? Les Italiens ont dit. Ils ont dit que les problèmes africains, les problèmes qu'ils ont dans les mains, c'est causé par la France. Et qu'est-ce qui se passe en Europe? Quand les Africains parviennent à arriver, qui ne meurent pas, l'Italie leur dit que allez en France. Allez en France. Nous, on n'a pas ce problème-là. Parce que les Italiens avaient su que Kadhafi était une aubaine pour les Africains. Kadhafi avait une vision pour sauver les Africains et éviter ce mort d'homme-là qu'on trouve dans la Méditerranée. Donc, Macron vient aujourd'hui. Si M. Biya, que nous contestons depuis la belle lurette, a eu l'éveil de conscience, il faut nous léguer, il faut qu'il aille jusqu'au bout. D'accord. Merci, j'en ai terminé. Célestin, on peut bien croire cette fois-là la force, à la capacité, à la compétence du Cameroun. Et d'ailleurs, c'est ce qui est observé depuis un moment. On a diversifié clairement les partenaires. Mais est-ce qu'on peut clairement s'en sortir si on n'a pas mis sur la table de débat la question des accords coloniaux qui lient encore le Cameroun à la France? Je pense que sur les questions des accords de coopération qui étaient focalisés essentiellement sur l'appropriation par, entre guillemets, la mère patrie, qui était à l'époque la France, l'exploitation des richesses naturelles. C'était ça le cœur des accords de coopération. Pour ce qui nous concerne, nous Camerounais, et peut-être un ou deux pays d'Afrique, ces accords n'ont pas été renouvelés. Ils n'ont pas été renouvelés. D'abord, quand M. Fillon, ex-premier ministre de Sarkozy, arrive à Yaoundé en 2009, M. Biya n'accepte pas le renouvellement automatique de ces accords-là. Et en 2020, la France a récidivé en voulant venir à l'assaut pour essayer de relancer ces accords-là. Et là, pour une fois, et là, on a eu la fierté d'être Camerounais, effectivement, on a dit non au renouvellement des accords coloniaux. Donc, à partir de là, qu'on soit pour ou contre le gouvernement camerounais, ça c'est un autre débat. On doit tout de même reconnaître qu'effectivement, le Cameroun n'est plus textuellement sous le joug des accords de coopération. Une chose qui est claire et établie pour tout le monde. Maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut lancer une alerte. Et je pense qu'ici, on a commencé à alerter, n'est-ce pas, nos compatriotes, j'allais dire, africains sur ce sujet. Il faut lancer des signaux clairs à la France. Savez-vous par exemple que jeudi dernier, le 4 août, la Guinée-Conakry a tenu un conseil de ministres. Pour la première fois, c'était un conseil de ministres panafricain.
dans ce sens qu'il y a eu 5 ministres maliens qui étaient admis au sein du Conseil des ministres. Il faut le dire aux Africains. Voilà un exemple de panafricanisme vécu, charnel, si j'ose dire. Ça, c'est du panafricanisme charnel. C'est-à-dire que M. Doumbouya, Mali, la Guinée-Conakry est un pays souverain, tient son Conseil des ministres et ouvre sa porte aux frères d'à côté maliens. Nous sommes d'Afrique. Et ça, symboliquement, c'est une torpille contre la conférence de Berlin, dont j'ai l'habitude de parler chaque fois ici. Et je crois qu'il faut que ce genre de comportement fasse tache d'huile. C'est important pour notre symbolique. Et il faut, et tout à l'heure on a évoqué également les accords avec l'Algérie, les accords sud-sud militaires. L'Algérie qui a une vieille relation avec la Russie, avant avec l'Union soviétique. Et il faut entrer dans ce créneau de maillage, si j'ose dire, de relation avec nos frères africains. Je rêve demain qu'un conseil de cabinet au conseil des ministres camerounais invite les frères du Gabon ou du Niger de venir assister au conseil des ministres camerounais. Sans compter ce que tout à l'heure Maître Momoa a évoqué sur les chemins de fer, la coopération entamée entre la Guinée et le Mali. Parce que Doumbouya lui-même sent très bien que, avec Macron, il y a un sale coup qui se prépare derrière. Donc pour sauver, pour éviter, pour sortir de cette griffe de la France, qui est complètement perdue dans ses égarements, on a besoin d'unité. On a besoin, mon cher Fabrice, d'unité. Il faut que l'Africain comprenne que c'est la clé. Je rappelle la phrase prononcée par M. Kwame Nkrumah en 1957, quand il devient Premier ministre ghanéen. Il dit ceci, pratiquement avec un visage de tristesse. L'indépendance du Ghana ne sert à rien s'il n'y a pas la libération totale de l'Afrique. Il est bien conscient que le Ghana n'est qu'un petit maillon en Afrique. Et que seule l'unité africaine permettrait effectivement à l'Afrique de se réveiller. C'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a un début, grâce aux médias panafricains, dont Afrique Média, il y a un début de vrai éveil de la conscience africaine. Ça veut aussi dire que demain, le remplaçant de Macron, parce que c'est son dernier mandat, selon la Constitution française, va venir, je ne dirais pas sur une boule puante ou une table chaude, mais il viendra avec obligatoirement la conscience que les rapports avec l'Afrique doivent être méticuleux, mesurés, en respectant le caractère sacré de notre souveraineté. Effectivement, Patient a raison. Quand tu viens chez moi, tu me traites d'hypocrite. Vous voulez que je rappelle le comportement de la France sur le génocide rwandais? Voulez-vous que je vous rappelle le comportement le groupe Barkhane de Takuba au Mali? Voulez-vous que je vous rappelle l'histoire de la France dans l'Ouest Cameroun avec le napalm? Voulez-vous que je vous rappelle les combats féroces que les Moudjahidines ont menés contre la France avec Boumedienne et avec Ben Bella, avec 2 millions de morts de 54, de 56 à 62? Voulez-vous que je vous rappelle l'action de la France en Cochinchine, en Indochine, avec une défaite humiliante sauvée par Mendes France? On peut citer ça à foison. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que il faut que la France fasse attention. L'Afrique d'hier n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. Ils doivent le comprendre. L'Afrique d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui, ne prenez pas ça comme un détail. La coopération qui s'est nouée il y a 2 jours entre Betty Assomo, le ministre camerounais de la Défense, et l'Algérie, c'est un signal très fort. Nous allons à terme vers la construction d'un consortium militaire africain, interafricain, dans le sens que les fabricants d'armes qui ont intérêt à créer des foyers de guerre n'auront plus de territoire pour faire écouler leurs marchandises. C'est ça le cœur de la question. Parce que quand vous avez une industrie d'armement, vous ne pouvez pas laisser, n'est-ce pas, vos marchandises dans la jachère. Il faut bien les écouler. Et pour les écouler, naturellement, il faut créer des foyers de guerre. Ils trouvent un terrain propice en Afrique. Dans le Nozo, vous créez Boko Haram, un faux Boko Haram, créez le Nozo, créez M23, n'est-ce pas, dans le Nord Kivu, à Bukavu, etc. Allez au Mali, n'est-ce pas, dans Kidal, créer des guerres. Parce qu'évidemment, ils espèrent qu'on va commander de grosses quantités d'armes
que nous allons payer en diamant ou en or, qui reste une monnaie d'étalon. Donc, ça veut donc dire que quand on a compris le jeu malsain, machiavélique, depuis des siècles de la France, eh bien, il n'y a plus de barrière pour nous empêcher, effectivement, de reconquérir notre libération et notre liberté. Ce que je veux dire par là, mon cher Fabrice, c'est simplement pour dire que ce travail n'est pas un travail individuel. C'est un travail collectif. Afrique Média n'est pas un média camerounais, peut-être de droit camerounais si vous voulez. C'est un média d'abord panafricain. Il appartient aux Africains. Et il ne suffit pas simplement de regarder Afrique Média. Agissez. Qui aurait pu imaginer que son excellent de Moulin regarde Afrique Média? Vous croyez que c'est par hasard qu'il a ouvert ce conseil de ministres panafricain? Est-ce qu'on parlait de panafricanisme il y a simplement 6 ans? Ça a pris une ampleur énorme. Et ça veut dire que ça fonctionne. Nous devons commencer, comme le disaient Nkrumah et Oumnioben, il faut commencer à élever et à éveiller la conscience des Africains. Parce que si on n'attaque pas ce premier volet, ce premier levier de la lutte panafricaine, on n'ira nulle part, mon cher patient. C'est parce que justement on croit que la main tombera du ciel. Non, ça partira déjà d'une harmonisation, d'un déclic de cette catharsis. Hein? Comme on dit en philosophie, c'est catharsis. Ce sursaut panafricain, patriotique panafricain qui fera des Africains cette masse, si j'ose dire, cette boule d'énergie qui va lancer à ceux qui veulent continuer à être ces prédateurs ce signal très fort pour dire que, attention, l'Afrique doit s'industrialiser. Effectivement, on parle de pollution de COP21, c'est dans quel but? Et ils ont pollué pendant combien de siècles? Pour leur industrialisation. Donc, ils veulent nous étouffer, nous empêcher aussi à monter nos industries. On dit non, nous ne respecterons pas le COP21, nous allons aussi polluer, s'il faut pour cela, même que nous payons les conséquences, comment dirais-je, pour notre écologie, mais nous avons besoin d'industrialisation. Parce qu'ils sont devenus riches, si j'ose m'exprimer ainsi, parce qu'effectivement, ils ont créé les industries alimentaires, technologiques, militaires, etc. L'Afrique doit se réindustrialiser. Quand je dis c'est parce que je pense à l'Afrique antique, incarnée par l'Égypte, qui était à l'époque, avec la Nubie et l'Éthiopie, les premières puissances mondiales. L'Afrique doit redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être. C'est-à-dire la première puissance de la planète. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ces matériaux qui permettent la fabrication des armes et des objets technologiques tels que les téléphones portables, le moteur d'avion et de voitures, c'est le coltan, c'est le cuivre, c'est le cobalt, c'est tout ce que vous voulez. Nous devons mettre en place partout en Afrique des universités, des pôles d'excellence pour que nos ingénieurs sortent de cette école. On n'a plus besoin d'envoyer nos ingénieurs, nos enfants aux États-Unis. Si cela a un système de pillage technologique, parce que la Chine l'a fait, la France aussi l'a fait vis-à-vis à l'époque de la Grèce antique et ensuite de l'Égypte, nous devons aller dans ce sens-là, former sur place nos ingénieurs, nos enfants, afin que nous puissions créer, inventer ici en Afrique, et non plus en nous formant à l'école formatée de l'Occident. Alors, patient parfait, donc, puisqu'on a en train de tenter de sortir autour de cette thématique, il y a un très bon sujet sur la République démocratique du Congo. La question, je la veux toute simple, patient. Quel avenir donc désormais pour la coopération bilatérale entre la France et le Congo? Je remercie beaucoup mes prédécesseurs qui sont revenus sur cette question parce que on tend souvent de nous présenter comme des gens qui ont une quelconque haine contre un quelconque peuple. Le peuple camerounais comme le peuple africain n'a pas de haine contre le peuple français, non. Nous allons même loin en pensant que ce peuple a du génie. Mais ce que nous contestons, c'est l'attitude de l'élite politique française vis-à-vis du Cameroun et de notre continent. Nous leur disons, nous ne pourrons pas avoir des relations amicaux, des relations fraternelles, des relations apaisées et consenties avec vous tant que vous continuez d'être sur ce piédestal, d'avoir cette attitude de condescendance, d'avoir cette mort qui consiste à penser que, bon, en deçà des Pyrénées, il n'y a plus rien. Non. Nous sommes un peuple dont le passé glorieux n'est plus à démontrer, N'Djamène vient de vous le dire. Mais mieux encore. Même dans un passé récent, un peuple envers qui vous avez une dette de sang. C'est grâce aux milliers de jeunes Africains
que la France libre a pu exister. Absolument. C'est ce que j'appelle sur votre plateau tout le temps le contentieux historique. Tant que nous n'allons pas puger ce contentieux historique, nous, le Cameroun, mais nous l'Afrique, parce que c'est un contentieux aussi avec tous les autres pays africains, l'Algérie, le Mali, la Centrafrique, tous ces pays-là ont perdu, ont donné leurs vaillants fils pour aller aider l'Occident et la France en l'occurrence de se débarrasser dans la dernière grande guerre de la peste brune qu'on appelle le nazisme. Il ne faut pas l'oublier. J'aime à le dire. Le premier grand regroupement à Fort-Lamine, N'Djamena, 17 000 hommes, parti de Douala. Hein. C'est ici à Douala, c'était le 27 août 1940, que M. de Gaulle, pour la première fois, a eu l'espoir qu'il pouvait écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la France. Sans à plat ventre devant Hitler et les nazis. Il a fait toute la côte ouest. Il était accueilli nulle part. C'est au Cameroun, à Douala, qu'il fut accueilli d'abord avec une première escouade qui était dirigée par M. Leclerc, d'ailleurs qui va devenir le seul maréchal. Jamais vous l'a expliqué, je crois, ici dernièrement. Et c'est ce vaillant groupe de pirogues qui était conduit par un certain Ebumbu James, qui allait le chercher dans les mangroves de Chico pour le ramener à Douala, où fut accueilli aucun numéro 3 par un vaillant Camerounais de nom de Tchumbangwanke Isaac, paix à son âme. Il était proposé de Douala à l'époque. Oui. Est-ce que Macron le sait? Le premier regroupement qui s'est passé là devant l'esplanade de l'église protestante qu'on appelle l'église du centenaire. Est-ce que Macron a fait un tour là-bas? Allez devant la chambre de commerce, vous allez voir le discours de Gaulle. Je n'invente rien. Mais ça, c'était pas que ça. Ils nous ont pas seulement pris nos vaillants fils. Ils ont aussi tapé au niveau de notre trésorerie. Le Mali sur lequel on crache là aujourd'hui, tout l'or malien, l'or camerounais, notre EVA, c'est ça qui a constitué le fonds de guerre de la France. La France avait quoi? Ce sont nos vaillants soldats qui ont fait reculer un grand stratège militaire allemand. Je suis là face à quelqu'un de la diaspora allemande qu'on appelait le général Rommel. On l'appelait le renard du désert. Le renard du désert. Les batailles de Koufra, de Birakem, oui. Birakem, la campagne d'Italie, c'est fut les soldats africains. Il faut être fier. Quand tu es en face d'un Français, il faut le regarder droit dans les yeux, il faut être fier. Tes grands-parents étaient des grands guerriers. C'est tout. C'est eux qui ont défait cette armée de Hitler dans le désert. La campagne de Libye, c'était eux. Donc, est-ce que M. Macron en est conscience? Et mieux, quand cette vaillante armée qui avait défait complètement les armées allemandes était sur le point d'entrer à Paris triomphant, vous savez ce que la France a fait? Quand on dit on est hypocrite, voilà donc l'hypocrisie. On a ramené toutes ces troupes-là à la forêt de Compiègne. On les a déshabillés. Tout à fait. On a donné leurs vêtements à des petits gueux français. C'est eux qui vont entrer dans cette photo, vous voyez, triomphant, n'est-ce pas? Mais surtout avec l'arme dans des positions dont on ne comprend pas, il faut même déclencher le coup de feu qui aurait pu le tuer eux-mêmes. Donc, quand nous disons ces choses, on dit vous avez le sentiment anti-français. Nous n'acceptons pas cette manière de chosifier, de nous ravaler au rang de la bête, comme disait Césaire. Nous ne pouvons plus l'accepter davantage. C'est fini. Le monde unipolaire est mort. L'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine le demande. Nous sommes à l'aube d'un monde multipolaire. Et nous allons hâter, n'est-ce pas, la naissance de ce monde par le biais de l'attitude nouvelle des autorités africaines. Là, une fois de plus, j'applaudis les autorités de mon pays qui ont fait preuve de hauteur, à la hauteur justement des enjeux, mais surtout du niveau où la résistance africaine a été portée grâce évidemment à Afrique Média. Donc depuis plus de 10 ans nous tenons ces discours. On nous a traités d'aboyeurs, on est inconscients, des gens qui ne comprennent pas que pour gérer une monnaie c'est trop compliqué, comme ceux qui le font en Chamalière avec 2 têtes et nous on en avait une seule. Nos enfants, nos frères, nos sœurs ont été dans toutes ces grandes écoles avec eux et ils n'ont pas été des gens médiocres ou bien risibles. Souvent nous n'avons été vraiment certains travers racistes, c'est eux qui étaient les meilleurs. Et tout le monde le sait. Oui, pas dit, je te passe la parole. Pour ne pas vous couper, vous savez,
quand on arrête les milices de Boko Haram et par quelle monnaie on les paye? On dit que c'est les milices émanant du Nigeria. Mais quand on les attrape, quand on les neutralise, ils sont les billets de banque en CFA. Parce que vous avez prononcé Chamalien, là où on imprime les francs CFA. Oui. Donc, c'est pour vous emboîter le pas, pour mettre de l'eau dans votre moulin, pour dire aux Africains et aux Camerounais que nous, la nouvelle génération, nous sifflons la fin de la récréation avec la France. Et quiconque dit qu'il va aller négocier avec la France. Oui, c'est vrai, nous sommes les pays post-coloniaux. On a assumé, on a consommé. Mais il y a quelque chose que moi j'ai lu, je ne sais pas si les gens ont fait la même lecture. Quand Macron est venu ici, communément, les présidents français sont reçus par M. Biya. J'ai vu John Goutte avec lui. Je ne sais pas s'ils ont échangé en français ou bien en anglais. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a un peu rassuré. Et nous de l'opposition, je sais que vous êtes de l'opposition, préparez-vous pour qu'on mette aussi un candidat. Et on va essayer, parce qu'au Cité des Nations, c'est arrimé, on est arrimé. D'accord, merci à vous. Allez, passez à vous. En une seconde, c'est pour dire tout simplement que il y a une nouvelle paradigme, il y a un nouveau paradigme qui est en création sur le continent. Et pour qu'il soit efficace, je convie les jeunes Africains à vous organiser. Le premier coup me disait, c'est l'organisation qui est là, notre bâton magique. Organisez-vous. Ne laissez plus les bras croisés. Ne regardez plus ce qui se passe face à vous comme un grand spectacle hollywoodien. Non. Organisez-vous dans les différents secteurs. Organisez-vous dans le sens de muscler la masse critique panafricaine. Ouais. Et maintenant, créez des passerelles entre vos organisations. Organisez-vous. Nous, on fait ce qu'on peut faire. Je vous ai parlé, dès les années 90, je suis au front. Arrêtez politiquement, mais aussi dans les associations de la société civile. J'ai eu plusieurs casquettes, j'ai fait tout ce boulot. Je continue d'être là, n'est-ce pas, au taquet, parce que on dit un révolutionnaire, tant qu'il n'est pas enterré 2 mètres sous terre, il continue le combat. Donc nous continuons le combat et nous estimons que nous devons muscler ce combat avec votre rapport. Vous êtes jeune, vous êtes intelligent, vous avez des sphères aujourd'hui dans lesquelles vous êtes scellés. Apportez la question du panafricanisme dans cette sphère-là. Au lieu d'avoir des fausses influenceuses qui tournent les reins et les fesses de gauche à droite, que ces influenceuses nous aident à poser la question du panafricanisme. C'est ça le problème, mon cher ami Fabrice. Que partout, dans toutes les sphères de notre vie, qu'on sente que la question de l'unité africaine est une question Moi, je suis tout le temps heureux. Et je félicite certains de nos musiciens qui ne comprennent pas. D'accord, merci. Chaque fois que même un petit musicien africain prend la parole et dit Oh Africa, pour moi c'est suffisant déjà. Hein. Tout. Ça veut dire qu'on est en train de dire à ces gens-là que nous n'oublions pas que le jour où nous serons vraiment Africa, en parlant d'une et une seule même voix, je vous assure, la face du monde va changer et la planète connaîtra ce qu'on appelle l'humanisme africain qui a été longtemps confisqué, bridé, mis dans cette cage de fer. Depuis l'esclavage et les temps immémoriaux, une nouvelle génération a repris le chemin de Oumiobe, de Kwame Nkrumah, d'Auguste Tino, et je peux vous assurer que les jours à venir vont démontrer avec beaucoup plus d'éclat cette volonté de ces Africains-là de remontrer la face de l'Afrique au monde, une face qui ne sera pas celle de l'indignité, mais c'est de la dignité assumée. Merci à vous. Patient parfum d'homme. Un certain Kouk Ndjokmo suit depuis la France. Il a réagi sur le premier sujet, du moins ce sujet d'entrée dit peuple africain, soulevez-vous et manifestez contre tous les déplacements de ce piètre personnage, M. Ambalo, sur tout le continent africain. On a très bien compris. Alors, Maître Janvier Momo, quand on a écouté clairement revisiter l'histoire de la coopération bilatérale entre la France et le Cameroun, j'ai envie de prendre clairement à témoin en tout cas les propos de Padi Assanga qui dit clairement que l'Afrique ne doit plus rien à la France, mais c'est plutôt le contraire. La France qui doit réparation au regard des nombreux coups, des blessures, de la forfaiture, des crimes, du pillage, du vol, du viol, tout y passe. Et donc, elle a clairement besoin aujourd'hui de laver, peut-être pas cet affront, mais cette image, ce passé-là qui
hante encore clairement aujourd'hui la coopération entre certains États africains et la France. Alors, maître, on est en train de sortir. Que doit-on faire de part et d'autre? Je pense que là où l'esprit doit changer, c'est en France. Parce que les Africains sont reconnus internationalement comme étant des êtres sociaux. Et des êtres qui ne sont pas compliqués en matière de coopération. Des êtres qui ont des prédispositions morales qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde, dans la race humaine. Des êtres qui, de par leur accueil historique, sont prêts à accepter tous ceux qui viennent, à condition qu'ils ne viennent pas avec de la condescendance et avec l'esprit de destruction. Parce que, en tant que mère de l'humanité, l'Afrique a toujours participé à la construction du monde, jamais à la destruction du monde. Cela faisait 77 ans hier qu'une certaine bombe a été lâchée à Hiroshima. C'était le 6 août 1945. Cette bombe, ce n'était pas des Africains. Et les Africains ne pourront jamais, sauf si on les pousse jusqu'au dernier retranchement, parce qu'il ne faut jamais oublier que le mouton enragé mort. C'est-à-dire le mouton n'a pas les dents. Mais lorsque vous le poussez jusqu'à un certain niveau, il mord. Et nous pensons que cette coopération nous a poussé jusqu'au dernier retranchement, M. Ndom. C'est-à-dire, nous avons offert le bien et en contrepartie, nous avons reçu tout le mal qu'on peut donner à un peuple. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et aujourd'hui, c'est l'exploitation à outrance des ressources africaines. Sans pouvoir rendre compte et sans pouvoir se soucier du devenir de l'Afrique. Sinon, comment accepter que jusqu'au jour d'aujourd'hui, non seulement ils viennent puiser nos ressources, mais c'est eux qui fixent le prix sur le marché mondial, la détérioration des termes de l'échange. Monsieur Padi Assanga, vous pouvez m'expliquer comment est-ce que dans un marché, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de marché où c'est l'acheteur qui vient trouver ta marchandise exposée dans un comptoir et dit je vais acheter à tel prix. Toi qui as la marchandise, tu n'as pas le droit de fixer le prix de ce que tu as produit. Maître, je sais que c'est une question rhétorique et je vais mettre de l'eau dans votre moulin. Il y a eu ce qu'on appelle l'esclavage. Les Africains ont été déportés pour aller en Amérique. Vous venez de dire, les Africains ont combattu pour libérer la France. Et, comme mon frère Ndom l'a dit, pour présenter la victoire de la France à la face du monde, qui consiste les cités des nations aujourd'hui. On a habillé les petits garçons blancs et on a mis des nègres là-bas. C'est ça qui les donne le toupet de venir vous dicter les dictons. Mais aujourd'hui, je suis fier que vous êtes là, vous parlez, vous avez lu le droit civil, moi je connais le common law, lui, et on accepte ça parce que on doit échanger avec le monde pour exister. On a ce qu'ils n'ont pas et ils ont ce que nous n'avons pas aussi. Alors, l'époque a évolué où on ne comprenait pas ce système d'échange qui ne nous convient pas. Maintenant, vous êtes là, Célestin est là, Assimi Goïta est là, les panafricains sont là pour dire que non, on a compris votre système du roubladisme à outrance, l'esclavagisme, l'escroquerie morale que vous êtes venus parce que vous avez parlé que les Africains sont accueillants. Ils sont venus avec les religions importées et tout ça. On a accueilli, mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté ça. C'est parce qu'on a l'esprit ouvert, mais parce qu'ils ont trouvé un peuple accueillant, ils ont dominé pendant un temps. C'est 50 ans, hein. C'est pas beaucoup. Un peu plus. C'est pas beaucoup, parce que les pays existent, les pays sur les configurations, c'est 500 ans. Et nous avons compris ça après 50 ans. Ça veut dire que quoi? L'homme africain est très intelligent
Et après 50 ans, on a dit que la réclamation est terminée. Merci à vous. Et nous disons, et pour sortir, et nous disons que la bête est arrivée au Cameroun et elle est repartie toute dépecée. Elle devait repartir avec un quantum, une autre forme d'exploitation psychologique, mystique, mais la bête a été dépecée au Cameroun. Et ce que nous pouvons retenir en sortant, M. Ndou, c'est que nous sommes fiers aujourd'hui du chef de l'État qui a donné du répondant à une question posée après avoir répondu la première sans qu'on ne la lui répète à 3 reprises. En dernière analyse, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un pour m'aider à comprendre? Et celui qui a envoyé la question au journaliste, lui-même il prend la parole pour poser directement sa question. Nous pensons que de 40% à moins de 10%, à 9,8% des marchés au Cameroun, nous pensons, et je répète que la France doit comprendre qu'il y a eu un changement sans qu'elle ne se rende compte. Parce qu'elle ne veut pas changer de politique. Elle n'est pas prête à changer de politique parce qu'elle ne vous considère pas. On change quand à un moment donné on a pris conscience et on vous considère. À partir du moment où on ne vous considère pas, ils ne sont pas prêts à changer. Et il nous appartient aujourd'hui. Et je pense qu'Afrique Média a porté le flambeau depuis 10 ans. Il nous appartient de dire que nous sommes les porteurs de ce futur changement. De ce changement qui est déjà là. Celui-là qui consiste à dire à celui qui vient en face que nous ne sommes pas d'accord de votre vision. Nous ne sommes pas d'accord de votre façon de faire. Nous rejetons aujourd'hui les contrats léoniens qui vous ont, avec la charte de l'impérialisme, qui vous ont permis de vous enrichir et de devenir ce que vous êtes. En retour, à partir du moment où vous ne nous reconnaissez pas, nous sommes libres de choisir désormais les partenaires avec qui nous allons discuter à égaux droit, discuter et prendre des décisions ensemble pour les mettre en pratique. Je pense, M. Ndoum, que personne ne nous dira le contraire sur le plateau d'Afrique Média. Afrique Média a joué ce grand rôle. Celui qui consiste à désier les yeux des Africains, à faire préparer une véritable masse critique que si elle est suivie, la révolution africaine aboutira sans crainte ni peur. Et nous pensons que la nouvelle longue marche des États africains, conduite par un esprit désormais ouvert, va aboutir à la véritable libération des peuples africains. Mais nous avons un combat interne à mener, c'est celui de mettre hors d'état de nuit tous les nègres de maison. Merci à vous. Merci infiniment, Maître Janvier Momo.